Et pendant ce temps, le monde continue à suivre son petit bonhomme de chemin. À Toulouse, Jean-Luc Moudenc, pourtant informé préalablement par la section CFDT de Toulouse Métropole de l'exclusion d'élus de ce syndicat en janvier dernier, à la suite raconte Médiacité qui a sorti cette histoire de conflits internes et de décisions contraires aux prises de position du syndicat. Par exemple, cette section de Toulouse Métropole avait voté favorablement un comité technique métropolitain pour l'application des 1607 heures aux employés municipaux début 2021 pour ensuite refuser de participer à l'intersyndicale dans le conflit des éboueurs en novembre 2021. Jean-Luc Moudenc donc a néanmoins essayé de court-circuiter le syndicat en priant les représentants officiels de la CFDT au CHSCT de Toulouse Métropole de céder leur place aux deux nouveaux élus autoproclamés issus d'une section rebelle montée par les exclus de janvier 2022. Coup de force dénoncé illico par le secrétaire général de la CFDT départementale, rappelant par là même à la métropole et à son patron Jean-Luc Moudenc qu'il n'appartenait pas à la collectivité de choisir ses interlocuteurs au sein des organisations syndicales. Des gens autoproclamés ne peuvent remplacer des membres du syndicat dûment désignés, rajoutant le délégué national de la CFDT des employés municipaux. Devant la menace du syndicat d'engager une procédure contre la collectivité pour entrave syndicale, Toulouse Métropole vient de réaliser un rétropédalage en urgence. Caramba, encore raté. Toulouse, toujours, depuis janvier 2020, 5 familles ont réquisitionné avec l'appui du DAL 31 un ancien bâtiment des finances au 36 rue Roquelaine. 5 familles ayant obtenu des décisions favorables suite aux démarches entreprises au titre du droit à l'hébergement opposable, ce que l'on appelle généralement la loi DALO. 2 ans plus tard, la loi n'est toujours pas respectée et aujourd'hui, 4 familles restent toujours sans proposition d'hébergement et vivent toujours dans ces bâtiments réquisitionnés. Pourtant, le 28 octobre 2021, c'est-à-dire il y a 6 mois, la Cour d'appel de Toulouse a rendu un avis d'obligation pour l'État de faire des propositions d'hébergement et cela indépendamment de leur situation administrative. Extrait de ce jugement. La Cour d'appel a bien compris l'hypocrisie qui consistait à demander l'expulsion de familles d'un bâtiment vide appartenant à l'État quand de l'autre côté, ce même État est dans l'incapacité de leur fournir un hébergement stable alors même que des décisions de justice l'y oblige. Pour seule réponse, les autorités ont réitéré une décision d'expulsion des locaux au plus tard le 30 juin 2022. On ne marche plus sur la tête, on vient d'ouvrir un nouveau chapitre du grand livre du surréalisme. Quant à dimanche, je me dis que le côté positif de ce deuxième tour, c'est que nous allons pouvoir choisir celui qu'il va falloir combattre pendant les 5 ans à venir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sera Jupiter. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé ce soir encore par Paul Benaïm. Ce soir, on parle et on écoute de l'accordéon avec Michel Macias. On évoque le prochain festival Welcome in Zingani qui aura lieu du 29 avril au 1er mai à Cessan dans le Gers. Et puis, on écoutera également Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, qui sera avec nous pendant l'heure qui vient, chanceux que nous sommes. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Ablaye Sissoko, Cyril Brotteau, ou quand la Koura rencontre l'accordéon. D'un côté, l'instrument emblématique de l'ouest de l'Afrique, de l'autre, l'instrument phare de la musique populaire européenne, celle des fêtes, des bals et de la chanson réaliste. Dynastie de griots mandingues à droite, héritier d'une tradition née dans le Tyrol avant de conquérir le vieux continent puis le monde via l'Italie à gauche. Instrument céleste à droite et instrument tellurique et tout ça pour arriver à une rencontre Kora-accordéon et contre toute attente un projet d'album où chacun adapte sa technique aux codes et aux clés de l'autre par-delà les conservatismes et les a priori. Ablaye Sissoko, Cyril Brotteau, 3e Z, extrait de l'album Instant, album qui sortira le 6 mai prochain. C'est une petite exclue que l'on vous offre ce soir, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
Maya 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 boy Maya Maya Maya, 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 Maya boy. Warna la damalay war, dumatay di la war. Yow lay set, dumatay di la set. Maya, Maya, Maya boy. Maya, Maya. So mere ay boy, bulka wantu. So mere ay boy, bulka wantu. So dege, bulka wantu. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mou sur Campus FM, Joe Kangourou au micro. Et juste avant de parler avec notre premier invité de Welcome in Zingani, deux mots sur le morceau qu'on vient d'écouter, Michel Macias, dont Cyril Broto et Ablaye Sissoko. Ce mélange entre kora et accordéon, deux mots là-dessus? Alors 2 mots, moi j'ai trouvé ça très beau, ça fait déjà 2 mots, et j'ai oublié complètement la kora, l'accordéon, et j'ai voyagé, quoi. C'est tout. Cyril Broto, que vous connaissez par ailleurs? Voilà, oui, on passe pas nos vacances ensemble, mais Ouais. on s'est croisés, oui, depuis très longtemps. Bon, nous allons commencer avec le premier invité de ce soir pour un festival Welcome in Zigani qui aura lieu à Cessan dans le Gers du 29 avril au 1er mai. Et avec moi au téléphone, parce que c'est vrai que c'est loin le Gers, Florian Calvez, bonsoir. Allô, allô? C'est tellement loin que la communication a été coupée. On va essayer de me remettre un peu de musique, peut-être un peu d'Ablaye Sissoko, par exemple, le temps de retomber sur Florian Calvez, que l'on a perdu.
Voilà, la technique étant ce qu'elle est, et de temps en temps elle est miraculeuse, nous avons retrouvé Florian Calvez. Bonsoir. Ah ben non. Mais vraiment, il y a qui compte qui est trop, comme on dirait chez moi. Donc pareil, on remet un peu de musique et on retombe dessus. Allô? Oui. Ah, voilà. On désespérait. On se disait que vraiment, le Gers était un pays lointain et que peut-être il y avait des congères de neige, finalement, qui avaient fait en sorte que les câbles électriques tombent sur la route. Bonsoir, Florian Calvez. On vous a demandé de nous téléphoner pour parler de ce festival Welcome in Zingani que vous organisez depuis quelques années. C'est la 15e édition, si je me souviens bien. Et qui aura lieu à Cessan dans le Gers du 29 avril au 1er mai. C'est quoi exactement la musique tzigane? La musique tzigane, c'est la musique qui est jouée par des musiciens gitans, roms, manouches, mais pas que. Et c'est une musique qui est pleine de virtuosité. Souvent, les musiciens sont dotés d'une technicité assez impressionnante. C'est une musique très festive et à la fois également avec un petit peu de mélancolie et voilà, c'est une musique très conviviale. Et il y a plusieurs styles en fait dans les musiques tziganes. Il y a à la fois des fanfares, il y a une tradition de cuivre notamment en Europe de l'Est. Après, il y a le flamenco par exemple en Espagne, le jazz manouche. Et à travers le festival, nous, on essaie de présenter un petit peu les différents styles joués par les musiciens tziganes. Et c'est vrai que la musique tzigane, le peuple manouche, c'est un peuple qui serait issu de cet exode plutôt mythique de population venant d'Inde, du Rajasthan plus exactement, et qui aurait migré vers l'ouest et serait arrivé sur les terres inhospitalières à l'époque de l'ouest de l'Europe. Et c'est un peu cette tradition que vous essayez de faire un peu revivre? Oui, voilà. Alors, on essaie à la fois de présenter les musiques traditionnelles, effectivement, et également de présenter les nouveaux courants qui sont issus de fusion entre musique traditionnelle et des musiques plus actuelles, que ce soit l'électro, le rock, le ska, le dub. Du coup, il y a aujourd'hui de nombreux artistes qui fusionnent un petit peu les styles. Et donc, voilà, sur chaque soir au festival, en début de soirée, on propose plutôt des artistes de musique traditionnelle. Et après, progressivement, au cours de la soirée, on part plus vers des sonorités plus actuelles et on va dire un peu plus festives. Donc là, on va avoir droit à des musiciens qui viennent de quel pays? Il y a la Roumanie, il y a la Bulgarie, il y a la Serbie, la Croatie, tous ces pays de l'ancien axe des pays de l'Est, mais également vous faites une incursion vers les pays du Sud, plus vers l'Espagne? Alors voilà, il y aura une artiste espagnole qui s'appelle Remedios Amaya, qui est une grande chanteuse de flamenco, qui vient de Séville. On aura un artiste de Turquie qui s'appelle Ramazan Sesler, qui est un clarinettiste tzigane turc, qui est le fils du grand clarinettiste Selim Sesler. On a également une fanfare qui vient de Serbie, le Elvis Ajdinović Orchestra, qui viendront avec une invitée qui s'appelle Jelena Marković, qui est une grande chanteuse de la communauté rome dans les Balkans. Il y aura des Macédoniens également, avec notamment Tchaïkovski, qui est un producteur de musique électronique, qui sera accompagné d'un MC jamaïcain, qui s'appelle MC Rootsman. Il y aura une autre fanfare, ce coup-ci de Macédoine, qui s'appelle Djambo Agouchevi Orchestra. Alors eux, en fait, le leader de l'orchestre s'appelle Djambo Agouchev, et c'est un petit peu l'équivalent d'Ibrahim Alouf dans les Balkans, car c'est un musicien, un trompettiste virtuose, qui joue beaucoup avec des sonorités, des influences orientales. Et du coup, pour cette 15e édition, il sera accompagné de Natacha Atlas. En fait, ils vont faire une création qu'ils proposeront du coup pour la soirée de clôture du festival. Des créations qui sont assez nombreuses pour cette 15e édition. Un parti pris pour cette édition de 2022 de demander à plein de musiciens de monter un répertoire exclusivement fait pour le festival. C'est vrai qu'on aime bien proposer des rencontres inédites pour les festivaliers de Welcome. Et la plupart des musiciens qu'on invite, ils ont une grande faculté à s'adapter à
à plusieurs styles ou voilà adapter un peu leur musique à, notamment par exemple voilà autour d'une comme là d'une chanteuse. C'est un peu des challenges aussi qu'ils aiment bien relever. Donc le Django Aboucheli Orchestra, quand on leur a proposé de faire cette création avec Natacha Atlas, ils ont été voilà très 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 motivés et séduits par la proposition. Et Natacha pareil, elle a vraiment été ravie. Ils seront en fait en résidence de création quelques jours avant le festival pour préparer le spectacle. Et il y a un spectacle que l'on pourra voir en fin de festival. Oui, voilà, c'est ça. C'est le spectacle le dimanche, qui clôturera. C'est vrai que cette tradition des fanfares est très présente dans toutes ces populations issues de la migration des Manouches et très présente dans tous ces pays du Balkan, de la Roumanie à la Bulgarie, en passant par tous les pays qui bordent la mer Adriatique. Oui, alors en fait, c'est vrai que les Tziganes, quand ils ont migré du coup du nord de l'Inde, dans tous les pays sur lesquels ils se sont arrêtés, ils se sont un petit peu réappropriés les musiques locales. Et ils ont essayé de jouer les instruments et les styles qu'il y avait dans chaque pays. Et donc, dans les Balkans, il y avait une tradition c'était les fanfares militaires, en fait, qui était assez présente, oui. Voilà, qui était assez vivante. Il y avait beaucoup de cuivre dans les orchestres militaires. Et du coup, les musiciens tziganes se sont mis à jouer des cuivres pour satisfaire les populations locales qui écoutaient beaucoup ces musiques-là. Et ils sont devenus parmi les meilleurs interprètes des répertoires de chaque pays, quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une tradition qui s'est développée au fil des années. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses fanfares en Serbie, Macédoine, Roumanie, Bulgarie. Et ce sont des fanfares très festives. Ça joue très fort, c'est très puissant. Et à la fois avec beaucoup d'émotion. Ils ont un style de jeu vraiment très particulier. Et donc, on est cette année, ça sera un petit peu l'édition du retour des fanfares à Welcome, puisque du coup, sur les 2 années précédentes, on n'avait pas pu inviter ces musiciens de cuivre. Donc, on est enchanté de leur retour et ça annonce une édition très très festive. La légende veut que ce soit après la guerre de 14 que les pays ayant occupé le champ de bataille sur les Balkans se retirant, les Tziganes ont récupéré les instruments que les armées européennes avaient laissés sur le champ de bataille. Et c'est vrai que cette tradition des fanfares, on l'a connue avec le Taraf des Haïdouk, on l'a connue avec le Kokani Orchestra ou même avec le Goran Bregovic ensemble. C'est vrai que c'est une tradition qui est très longue et qui marque vraiment ces musiques de l'Est de l'Europe, alors que la tradition tzigane, elle est plutôt à la guitare dans le Sud. Et c'est vrai que là, on pourra voir chez vous les Gypsy Kings qui reviennent, mais c'est vrai que la tradition plutôt dans nos contrées de ces musiques tziganes, entre le jazz manouche ou le flamenco, c'est plutôt la guitare, l'instrument de base. Oui, effectivement. C'est vrai qu'en France et en Espagne, c'est vraiment la guitare dont jouent le plus les musiciens gitans et manouches. Mais justement, c'est intéressant. Sur le festival aussi, les artistes entre eux se rencontrent et découvrent un petit peu aussi pour certains. Ils connaissent ces styles, mais il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça qui réunissent des musiciens d'origine gitane et tzigane, des 4 coins d'Europe. Donc chaque année, ça amène également de beaux échanges et de belles rencontres où les fanfares de l'Est aiment beaucoup entendre des artistes de flamenco ou de jazz manouche et inversement. Et du coup, il y aura des rencontres sur scène également qui ne sont pas annoncées dans le programme, mais il y aura des artistes invités par d'autres groupes tout au long du festival. À venir se produire avec eux sur scène. Voilà, tout à fait, oui. Le nom de votre festival suggère une communauté. Votre nom, c'est donc Tzigani, Welcome in Tzigani. Ça suggère un peu le nom d'une communauté, d'un pays. C'est une réalité, ça, au niveau de la communauté gitane en Europe. C'est une communauté qui se rencontre, qui se mélange, où chacun de ces communautés reste dans ses pays respectifs. Eh bien, on va dire que de manière au niveau de la population, vraiment, il y a plutôt les communautés se connaissent pas si bien que ça. C'est-à-dire que la communauté gitane française, ne connaissent pas trop les
les communautés tziganes d'Europe de l'Est, et il y a assez peu de liens, mais il y a des organisations aujourd'hui et des mouvements à l'échelle européenne ou internationale pour justement revendiquer un petit peu une culture commune et à travers leur origine commune, leur langue qu'ils ont en commun également. Parce que du coup, ils ont la langue des Tziganes, c'est le romani. Et toutes les communautés dans chaque pays d'Europe, toutes les communautés gitanes parlent encore le romani, même si du coup les dialectes ont évolué un petit peu selon les pays. Mais en tout cas, ils arrivent à se comprendre. C'est-à-dire un gitan français peut communiquer avec un tzigane d'Europe de l'Est. Ils auront une partie des mots en commun. Après, il y a des expressions qui diffèrent, forcément. Mais donc du coup, il y a des mouvements à l'échelle européenne et internationale, mais sinon, vraiment, les membres des communautés sont plutôt, pas forcément très connectés avec les autres communautés tziganes. Ce qui fait que votre festival, c'est peut-être aussi un point de rencontre pour ces communautés. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce festival. Florian Calvez, donc Welcome in Nzigani. Ça se passe le week-end prochain du 29 avril au 1er mai à Sessang. Si vous voulez avoir tous les éléments de la programmation, un site internet welcomeinzigani.com et puis vous aurez l'ensemble de la programmation. Merci de nous avoir téléphoné. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.
vient d'écouter Bako Jovanovic, un guitariste tzigane venant de Serbie et qui attaquera donc cette 15e édition de Welcome in Zigani le 29 mai prochain, c'est-à-dire vendredi prochain. C'est lui qui ouvrira ce festival pour 3 jours de musique tzigane à Cessan dans le Gers. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Allez, place maintenant, après la guitare tzigane, à un autre instrument. Je disais en début d'émission, parlant de Siliri le Broto, instrument tellurique, tant il semble accroché à la terre, cet instrument, l'accordéon. Michel Macias, bonsoir. Bonsoir. Accordéoniste, vous l'êtes même depuis très longtemps. Les notes que j'ai lues sur vous disent que c'est vers 10 ans que vous avez commencé à apprendre cet instrument. Comment c'est arrivé l'accordéon? Parce que vous êtes né en 1960, vous commencez à jouer de l'accordéon dans les années 70. Le peu de souvenirs que j'ai des années 70, c'était qu'elles étaient quand même dédiées plutôt au groupe rock et à la guitare électrique. Tout à fait. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi je joue de l'accordéon de cette manière maintenant. Parce qu'en fait, je suis un guitariste refoulé. Moi, je voulais apprendre la guitare. Alors voilà, j'ai fait 1 an de solfège simple, quoi. Enfin, simple, je veux dire... apprentissage des notes. Voilà, sans instrument. Mais moi, je me suis régalé parce que la prof était sympa. Sauf que ce que je ne savais pas vraiment, c'est qu'elle était aussi prof d'accordéon. Et mon papa, qui avait accompagné à la batterie pas mal d'accordéonistes dans le Lot-et-Garonne et un peu ailleurs, enfin dans le coin, il avait son idée, quoi. Il voulait que je joue de l'accordéon. Et quand il s'est agi de choisir l'instrument, il m'a dit alors tu vas apprendre. Alors j'ai dit mais moi je voudrais apprendre la guitare, mais il n'y a pas de professeur de guitare. Il a très bien menti et voilà. Et donc mais bon j'ai apprécié aussi. Et petit à petit, j'ai côtoyé au lycée notamment à Fumel les Ablettes. J'étais en classe avec eux. Et puis voilà, puis j'ai commencé à écouter du Pink Floyd, du Deep Purple, des Rolling Stones et tout ça quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et il n'y avait pas d'accordéon. Non, mais c'est pas tellement l'instrument, mais c'est... Voilà, moi ce que je ne trouve pas dans l'accordéon, c'est le côté où on peut tordre les notes là. Donc voilà, quand je joue, j'essaie de me les tordre autrement, quoi. C'est vrai que vous parliez des Ablettes. Fumel dans les années fin des années 70, début des années 80, c'était un haut lieu du rock. Il y avait cette espèce de bar, vous allez peut-être me dire son nom, je ne m'en souviens plus, mais cette espèce de bar, de pub qui organisait régulièrement des concerts. Tous les groupes de la scène punk anglaise y sont passés, et c'est vrai que c'était une ville réputée pour être des scènes rock dans l'Hexagone. Tout à fait, mais moi je suis passé complètement à côté parce que à part d'être à l'école, au lycée, avec donc une partie des Ablettes, moi je suis parti à ce moment-là, quoi, en 78. Je suis parti faire mes études à Bordeaux et voilà, je suis passé à côté de ça, quoi. J'ai redécouvert ça après. Plus tard. Et c'est vrai que pour finir avec cette histoire, les Stranglers sont passés là-bas, les Clash sont passés là-bas, Hot Rods y est passé aussi. Et le groupe Téléphone. Et Téléphone y est passé aussi au tout début, donc dans les années 77. Tout début, 10 francs l'entrée à la MJC de Fumel. Voilà, ouais. Donc, effectivement, je ne sais pas si c'est à cause de l'usine sidérurgique que l'ambiance était rock, mais c'est vrai que l'ambiance de Fumel était rock. N'empêche que vous, c'est dans l'accordéon que vous tombez. Il y avait une prédisposition familiale par votre père pour jouer de cet instrument? Oui, parce que mon grand-père, donc, au sortir de la guerre de 14-18, en 1920, il prend son vélo, il va à Brive depuis son village près de Montpazier, et puis il va s'acheter un petit accordéon de Denis. Il revient avec, il ne sait pas en jouer, ça fait rien, il en joue quand même, et puis petit à petit, on le retrouve sur des tables à peu près de cette taille-là, faisant danser les gens. Et donc, et puis
le frère de ma grand-mère était coiffeur à Tulle, et donc ses amis c'était aussi les gens de l'usine Mogin. Donc moi, mon premier accordéon, ça a été un tout petit Mogin sur lequel il y avait écrit Michel. Et voilà quoi. Comme les grands. Vous parliez à l'instant de danse. C'est vrai que c'est aussi une activité qui va de pair avec l'accordéon. L'accordéon qui est un instrument de bal, même si depuis il est devenu autre chose, mais c'était un instrument de bal. La danse qui est quelque chose qui vous a toujours intéressé, que vous avez voulu toujours mêler à votre musique. Oui, tout à fait. Moi, mon grand rêve, c'est le bal concertant, c'est-à-dire le bal aussi où les gens écoutent. Ils dansent, ils écoutent, voilà. Mais oui, c'est une musique. Bon, j'ai croisé aussi quand j'avais 14 ans, j'ai eu la chance de rencontrer les Perlimpinpin Folk, de devenir ami avec eux. Enfin, c'est pour ça Cyril Brotteau, déjà, c'était un tout petit. Il venait à cette époque-là, on le voyait. Il avait 5-6 ans, quoi. Il suivait partout. Perlimpinpin Folk, pour les auditeurs de moins de 60 ans, et il y en a. C'est ce groupe de folk occitan qui a marqué un peu la région au moment du renouveau folk dans les années 72, 73, 74. Il y avait Malicorne, il y avait Trian, il y avait Allen Stivell, et ici il y avait Perlimpinpin Folk. Voilà, tout à fait. Ou Jean-Paul Verdier. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, moi j'apprenais l'occitan aussi au lycée, et la dame qui nous apprenait l'occitan nous a emmenés au premier. J'avais 14 ans et demi, 15 ans au premier bal folk. Voilà, avec les Perlimpinpin à côté d'Agen, quoi. Donc puis après à l'école occitane d'été à Villeneuve-sur-Lot, on s'est croisés, et voilà. Et puis moi je trouve toujours que l'accordéon chromatique, pour moi ça se rapproche du diatonique aussi, quoi. Oui, parce que Perlimpinpin c'était avec un diatonique qu'il jouait. Voilà. Mais même s'il y a des différences évidemment, mais voilà, j'ai toujours été intéressé par ce son du diatonique. Donc avant d'en écouter un peu un extrait et un peu de son de votre instrument, essayez d'abord de nous le décrire. Donc c'est un accordéon chromatique. Ça se compose comment? Quelle sensation on a quand on l'a autour du cou? Dites-nous un peu comment ça fonctionne, cette espèce de gros meuble. Alors oui, c'est un gros meuble parce qu'en fait, ça fonctionne exactement comme un diatonique. Sauf que comme on fait les mêmes notes en tirant et en poussant, il faut le double de lame. Et comme il y a aussi plusieurs voix, comme sur un orgue, ou plutôt sur un harmonium, puisque ce sont des lames, plus l'accordéon est gros, plus il y a de notes, et plus il y a de voix, et plus il pèse lourd. Mais plus il a de possibilités. Et plus il a de possibilités, voilà. Vous le sortez, vous nous en jouez quelques notes avant de tout à l'heure nous en jouer un plus long morceau? Avec plaisir. Mais voilà, donc le temps que Michel Macias prenne son instrument, simplement vous dire qu'il est dans ce studio, j'allais dire gratuitement. Il n'a pas d'actualité de disque, quasiment pas d'actualité de concert. Il était à Toulouse, on l'a vu passer, on lui a demandé de s'arrêter. On dira quand même deux mots pour une actualité qui va le concerner prochainement, mais à laquelle on ne pourra pas assister. Mais c'est vrai que vous êtes comme ça, un musicien, j'allais dire, itinérant, répondant à la demande et allant revoir des copains dans les villes où vous êtes déjà passé, c'est un peu ça? Ça peut arriver, ouais. Mais j'essaie de me consacrer maintenant au concert, alors avec toute la modestie qu'il faut pour parler de ce mot. C'est pas pour l'opposer au bal, c'est parce que c'est beaucoup moins fatigant physiquement. Parce que j'ai énormément donné de bal pendant toute ma carrière. Et, voilà, maintenant j'adore le concert. Et le concert chez l'habitant notamment, parce que les gens écoutent, il n'y a pas de sono, il n'y a pas de... Voilà. Nous aussi on va écouter. Tout de suite, Michel Macias avec son accordéon chromatique, quelques notes et on le retrouve juste après.
Voilà, un petit extrait, quelques notes pour nous donner un peu la valeur de la musicalité de cet instrument qui, dans notre jeunesse, je parle des années 70, au moins les miennes, était un instrument honni et qui était synonyme de samedi ennuyeux avec à la télévision les rois de l'accordéon. Je vois encore Aimable avec son instrument aussi, où lui aussi avait son nom marqué en travers de l'instrument. C'est pas quelque chose qui vous a fait souffrir adolescent lorsque vous appreniez cet instrument, la réputation qu'il avait jusque-là, et j'allais dire en France qui s'est un peu arrêté avec Blanchard et Rocamadour, mais je crois que jusque-là l'accordéon était vraiment honni par les jeunes. Oui, ça m'a pas fait souffrir. C'est pas, là aussi, je suis peut-être un peu passé à côté. C'est pas la question. Mais disons que depuis tout petit, on va dire, dès que j'ai eu un accordéon dans les mains, moi j'ai fait ce qu'on me demandait, les exercices, etc. Mais après, j'ai toujours improvisé. Mes parents m'ont toujours laissé faire. Je m'ai dit, oh là là, ça c'est pas écrit, tu n'as pas le droit de le faire. Donc j'ai improvisé dans les cages d'escalier. Et sûrement, il y avait une cage d'escalier, ça sonnait. Donc j'ai tout de suite adhéré au son. C'est ça qui m'intéresse, le son, la réverb, etc. Donc j'étais pas vraiment là-dedans. Après, là où j'en ai peut-être un peu plus, enfin c'est pas souffert, mais j'ai compris assez tard en fait que tout ça avait été encore une histoire de commerce finalement, parce que le musette c'est quelque chose de très important. On parlait tout à l'heure de la musique tzigane, bon, mais le musette c'est quelque chose de très ancré dans la culture populaire. C'est social. Oui, non, mais je veux dire, ça avait une vraie fonction. C'est une vraie fonction. Alors après, ça a été, on peut dire, entre guillemets, un peu galvaudé, parce que c'était toujours les mêmes morceaux et surtout toujours le même son assez criard, avec des micros qui passaient, etc. Mais ça ne veut pas dire que les fameux Aimables ou Yvette Horner ou d'autres que je ne citerai pas, c'était des très bons musiciens. Mais ouais. Voilà, il fallait faire. Il se conformait à ce que demandaient les rois du commerce. Il fallait faire aussi du commerce. Voilà. C'est vrai que cet instrument a été aussi emblématique de ce qu'on appelait la chanson réaliste dans les années 30 en France. Également. Voilà. Et ça a accompagné tout ce mouvement musical et culturel. Pour vous, c'est quels accordéonistes qui vous ont donné le truc de dire « Ah ben oui, il y a peut-être d'autres choses qui sont possibles avec cet instrument que ceux qu'on entend régulièrement dans les bals ». Ben, quand j'ai eu 14 ans et demi, ma première mobilette, je montais à Fumel. Alors je dis, je vais pas dire, il y avait un magasin qui vendait des disques. Voilà. Vous pouvez dire son nom, il n'existe plus. Oui, en fait, c'était chez Philips, quoi. Enfin, c'était, voilà, il y avait, oui, je devrais pas. Et donc, la première fois que je suis rentré dans ce magasin, il y avait un grand disque comme ça, avec un monsieur tout noir, avec une dent en or. Et c'était Clifton Chenier. Et c'était l'époque où on allait voir le monsieur, le magasin, on dit on peut. Et il dit mais pas tout à fait, il n'y a pas de problème. Il sortait le disque, il enlevait il n'y avait même pas de plastique, peut-être à l'époque, et une passée. Oh là là, du blues, Christophe Chénier, c'est génial. Ça continue. Donc Clifton Chenier, vieux musicien du Bayou, qui mélangeait le blues et la musique de la Nouvelle-Orléans, et puis la musique cajun. Et c'est vrai que l'accordéon est aussi un des instruments qui a traversé l'Atlantique, amené par les émigrés italiens, français et irlandais, pour arriver aux États-Unis et aller trouver leur bonheur, autant au Canada qu'à la Nouvelle-Orléans, quand les Cajuns ont traversé tous les États-Unis pour aller se réfugier là-bas. C'est une tradition qui vous a vraiment marqué, ça, ce blues joué à l'accordéon ?
Ça m'a marqué parce que moi, tout ce que j'avais entendu à l'accordéon. Alors, il faut dire quand même que le même jour, j'ai acheté aussi, parce que je les ai achetés, les disques, j'ai acheté aussi le disque de Marcel Azola avec. Alors, que je ne disais pas d'annerie, il était en trio avec Caratini et Fossé. Les deux accompagnateurs de Maxime Le Forestier. Voilà. Et ça, quand j'ai passé ça, c'est pareil. Moi, j'entendais l'accordéon. La télé, on l'a eu très tard. Moi, j'avais déjà 12 ans, donc je ne peux pas dire que j'ai passé ma jeunesse devant la télé à écouter de l'accordéon. Mais et puis, comme chez nous, il n'y avait pas de disque, donc j'ai pas eu. Voilà. Mais d'entrée, j'ai entendu ça. C'était pas ce qu'on m'apprenait, moi. Il y a eu conflit d'intérêt après dans les écoles de musique pour continuer à apprendre en ayant en tête d'autres univers liés à l'accordéon? Et non, pas du tout, parce que donc la première prof que j'ai eue, qui est toujours que je salue d'ailleurs, elle habite toujours à Tonnes. Donc c'est sûr, elle écoute. Voilà. Et voilà, elle m'a fait apprendre le solfège, et après je crois que j'ai fait 1 an ou 2 avec elle pour commencer. Et après, il se trouve qu'elle a arrêté. Et le prof que j'ai eu ensuite, c'était un musicien. Non pas que ma première professeure n'était pas musicienne, mais musicien au sens où lui, il avait fait le métier. Il avait déjà 70 ballets. Il avait fait tous les casinos sur la côte. Il arrivait de Nice, etc. Et le gars, quand il jouait, il avait déjà la banane jusque-là. Et même s'il jouait, je sais pas moi, musette, n'importe quoi. Et puis lui, il me faisait faire du rock déjà. Il m'écrivait des basses. Bon, voilà. Et donc, il y avait les deux, quoi. Et moi, je me suis régalé avec tant qu'on avait à parler de rock, je me souviens vous avoir vu il y a une vingtaine d'années au Bijou. Et à ce moment-là, vous étiez avec un guitariste, je crois. Et à ce moment-là, vous jouiez un morceau de Deep Purple. Essayez de nous en jouer 3-4 notes, si vous en souvenez encore. Oui, je m'en souviens, bien sûr, mais... Et c'était quand même assez étonnant de vous voir jouer ce morceau-là. Oui, après, je ne prétends pas savoir le jouer. J'en ai extrait comme ça quelque chose à l'écoute, quoi. Eh bien... C'est vrai que lorsqu'on arrive à jouer Smoke on the Water de Deep Purple, on peut tout jouer avec cet instrument. Les rencontres importantes pour vous, ça a été peut-être Bernard Lubat pour commencer ? Tout à fait, parce que il faut dire qu'entre le moment où je découvre donc Clifton Chenier, je dois avoir 14 ans et demi, Marcel Azola, le moment où j'arrête les cours d'accordéon, j'ai 16 ans, je ne sais plus comment ça s'est goupillé, si le prof a arrêté de venir, ou si j'ai plus voulu, en tout cas j'ai arrêté carrément les cours. Donc j'ai tout rangé, tous mes cours, je ne lisais plus une partition. C'est le moment où j'avais rencontré les Perlimpinpin aussi, où je commençais à jouer des morceaux comme ça, des polkas, des scottish d'oreilles, quoi. Comme les gens du diatonique, quoi, sans me poser la question de partition et tout ça. Et il s'est passé quand même, et le moment où j'ai rencontré Bernard Lubat, il s'est passé à peu près 6 ans, 7 ans, puisque je le rencontre en 1983 ou 1984 la première fois. Et là, j'ai ressorti mes partitions du tiroir parce que je me suis dit, mais il joue Indifférence, il joue des trucs que j'ai appris moi, mais et voilà, et ça m'a vraiment beaucoup parlé, quoi. Puisque Bernard Lubat n'est pas qu'un vocaliste, n'est pas qu'un pianiste, mais c'est aussi un accordéoniste. Oui, parce qu'il a lui aussi, comme moi, étant petit, enfin longtemps avant, 15 ans avant, mais, puisqu'il a 15 ans exactement de plus que moi, a pris des cours d'accordéon avec un professeur qui venait chez lui, voilà. Au niveau des formations qui vous ont occupé dans votre adolescence et puis dans le début de votre carrière de musicien, c'est des groupes de folk, c'est des groupes de bal, ça a été quoi ?
Disons que j'ai très tôt participé un petit peu, je montais sur les scènes avec les uns, les autres, comme ça, mais de manière complètement... oui, amateur. Amateur, voilà. Enfin, et puis, il n'y a pas c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche. Et puis, peu à peu, là, j'ai rencontré Bernard Lubat. À ce moment-là, on jouait en trio. Il nous avait conseillé avec des gens qui jouaient là-bas à Uzès, et on avait fait un trio. J'avais un accordéon synthé. Donc je faisais les basses en même temps, enfin voilà, un batteur et un guitariste. Et puis, grâce à ce trio, je crois que c'était 10 ans après, en 92 ou 13, j'ai participé au deuxième album de Paris Musette, Swing et Manouche. Parce qu'il y avait sur place à Uzès, un soir où je jouais sur une charrette à l'apéro avec le trio, il y avait Joe Privat et Didier Roussin qui étaient en train de boire des coups à la buvette à 50 mètres. Je ne les avais pas vus, moi. Donc Joe Privat, un accordéoniste, Didier Roussin, un guitariste. Voilà, et qui étaient des gens très importants sur ces projets de Paris Musette. Et puis ils sont venus me voir, ils m'ont contacté en me disant mais tu vas faire partie du prochain album. Alors je croyais pas, moi. Et puis ça s'est fait. Et sortant de là, je me suis dit 93, et en 94 j'ai arrêté mon métier d'instituteur pour me consacrer à la musique, en me disant j'ai peut-être quelque chose à raconter, quoi. Le point de départ de votre vie de musicien, c'est l'accroche sur ce projet Paris Musette discographique. Voilà. Didier Roussin, avec qui vous allez jouer un petit moment, non? Alors je n'ai pas exactement joué avec Didier, c'est devenu un ami instantané, quoi, puisque quand il m'a accueilli pour ce projet, il m'a emmené chez lui à 50. Il est venu me chercher à la gare à Paris. Il m'a emmené chez lui à 50 bornes de Paris. Et puis il y avait une discothèque invraisemblable. Il m'a sorti une cassette où j'étais enregistré, je ne sais pas où, sur une bout de. Et enfin voilà, on a vraiment sympathisé, on a enregistré. Et puis quand j'ai enregistré mon tout premier album, Dans C'était Vivant, je l'ai appelé. Il me disait, est-ce que tu voudrais pas... Il participait, il a dit, mais oui. Et puis, Manco, il est descendu. Là, on a passé 3 jours merveilleux. Quel était un peu votre projet musical, s'il y en avait un je le disais tout à l'heure, c'était de faire en sorte que au moins vos concerts soient des lieux de danse, mais dans vos projets discographiques, est-ce qu'il y avait une idée de ce que vous vouliez faire, cette idée aussi de laisser l'accordéon improviser, de s'ouvrir sur d'autres cultures? Je pense que le passage à Uzès a dû aider largement à s'ouvrir à d'autres cultures musicales. Mais est-ce que vous aviez un projet conçu à l'avance lorsque vous commenciez à composer pour des disques? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à m'autoriser à composer, parce qu'au début, quand j'écrivais, ce que j'écrivais, ça correspondait pas à ce que je voulais jouer, quoi. Donc j'ai mis très longtemps avant de trouver comment... je ne sais pas si je m'exprime bien, mais j'avais du mal à composer. Maintenant encore, d'ailleurs... C'est quoi qui fait qu'on ne s'autorise pas à composer? Pourtant, la culture musicale, elle était là et depuis longtemps. C'est-à-dire que composer, il faut avoir quelque chose à raconter. Moi, je compose un petit peu, très peu en fait. J'ai fait quoi en tout, j'ai peut-être créé une 20aine de morceaux, quoi. Et encore. Ça peut être, je sais pas. Vous êtes dans votre voiture, vous chantez, et puis moi, il m'est arrivé de chanter pendant 2 heures. 2h15 jusqu'à ce que j'arrive à la maison, vite pour le noter, pour brancher le petit dictaphone pour enregistrer, et après avec ça, oui, faire quelque chose. Ça peut aller de ça à une commande. L'école de musique de Belin-Bellier, à laquelle je participais, en tant que j'ai donné quelques cours, me demande pour une fête de fin d'année, me dit, tu pourrais pas nous composer un morceau, tiens. Voilà, j'ai fait une petite mazurka.
Et voilà. Et puis voilà. C'est vrai que c'était aussi une époque, les années 90, début des années 2000, où on vous a vu jouer assez régulièrement à Toulouse. Vous avez tourné beaucoup aussi dans l'Hexagone. Comment cet instrument était reçu par les festivals, par les diffuseurs, par les organisateurs de concerts? Il y avait une appréhension ou il y avait un élan de sympathie? Ah ben c'était très intéressant parce qu'en fait on a fait souvent la passerelle entre le bal et des fois des festivals de jazz par exemple qui nous invitaient, où on est allé à Coutances jouer jazz sous les pommiers, on est allé au festival d'Acier dans le Lot, alors pas que, on ne faisait pas que les festivals de jazz, c'est pas ce que je veux dire, mais et on est allé à Luce, voilà, mais parce qu'il faut me rappeler, moi j'ai des piqûres de rappel à faire pour la mémoire, et donc oui, on était reçus à la fois comme des entre guillemets un peu originaux, mais en même temps avec quelque chose de très ancré dans la terre, quoi, pour faire bouger les gens. Et voilà, c'était des bons moments en tout cas. Jazz à Luz, Jean-Pierre Lérac, justement, on va en parler. Deux, trois mots sur Michel Macias, qui est notre invité ce soir. Je pourrais dire 2-3 mots. Avant de parler de Michel, je voulais dire quand même, Michel Macias, pour moi, c'est aussi lié à des souvenirs. On l'évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que c'était Convivence, c'est là que je l'ai découvert. Et le festival Convivence à ses débuts, c'est-à-dire au début des années 2000. Et en fait, le festival Convivence, à l'époque, ne ressemblait pas à ce qu'il est maintenant. Bon, il a grossi, bon, ça c'est normal, comme tous les festivals. À l'époque, c'était un petit peu plus intimiste, et moi je me souviens ces soirées inoubliables. Moi, je faisais les étapes avec les musiciens et toute l'équipe, comme ça. Et en fait, on arrivait dans un village ou une ville, suivant les trucs, et chaque fois, il y avait un concert, puis après il y avait le bal, quoi. Et il y avait cette tradition, et l'équipe de Josie en faisait partie. On se regarde, mais c'est vrai qu'on a vécu ça ensemble, et l'équipe, c'est l'équipe même qui mettait l'ambiance, qui lançait le bal. Moi j'ai vécu ça, on dansait même sur la péniche avec Michel Macias, il y avait Didier Dulieu qui participait à cette fête aussi, et donc pour moi c'est quand même des souvenirs merveilleux, voilà. Et après l'autre souvenir aussi, c'est qu'en fait Michel Macias a été invité, je l'avais invité pour mon anniversaire qu'on avait fêté avec Jean-Marie Freiss, le directeur de Convivence, et il y avait plusieurs groupes, des groupes qui étaient un peu de jazz barré comme mon univers. Il y avait Michel Macias qui était à mon anniversaire. Là je raconte un peu, c'est personnel, mais c'est voilà les liens que j'ai avec Michel Macias. Et après pour parler de Michel Macias, moi je crois que vous avez un peu évoqué ça, mais je crois que on peut pas le résumer à un musicien de bal. C'est vraiment un musicien, je dirais qu'un musicien de jazz, et c'est un compositeur, et c'est vrai que ce que je voudrais dire, on est musicien. Il y a des gens qui sont très bons musiciens, mais qui n'ont pas il y a quelque chose, des musiciens qui l'ont, d'autres qui l'ont pas, c'est le swing. Et ça, Michel, il a le swing. Oui, on vient de s'en rendre compte avec les 2-3 morceaux. On s'en rend compte parce que c'est vrai qu'on a évoqué Zola, on a évoqué Bernard Luvat, tout ça, et c'est ça. Et quand Michel il joue une valse, ça swing. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est magnifique. C'est pour ça que j'aime beaucoup son jeu. Voilà, c'est ce que je voulais dire dessus. Pour moi, c'est le swing, quoi. Voilà. Mais Michel Macias, vous voilà habillé pour l'hiver. Je le disais, vous êtes à Toulouse pour un événement un peu particulier. On va en dire 2 mots, mais pas trop, parce que de toute façon, c'est pas la peine d'espérer vous voir jouer ce soir, c'est complet. Mais autour de cette table, Josie, qui est également avec nous, Jean-Pierre Lérac, vient de la citer dans sa description de ses souvenirs avec Michel Macias. Vous organisez ce soir un concert à la maison. Et moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans cette idée-là. Un concert à la maison, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. Il y en a des sauvages un peu comme le vôtre ce soir. Il y en a des très organisés. Je pense aux sessions qui sont organisées par Colin Jor, qui s'appelle la White House, et une fois par mois, chez lui, il y a du jazz. Il y a aussi les concerts organisés par un pianiste toulousain, Sylvain Ray, dans la Maisonnette Orange. Il faudra qu'on me dise aussi pourquoi. Il y a toujours des histoires de couleurs dans ces concerts à la maison. Il y avait ce qui était organisé par Eddie Boubaker il y a quelques années, la Maison Bleue, la Maison Pente. Pourquoi cette idée d'organiser des concerts à la maison ?
Ben, c'est un sacré cadeau quand même de recevoir Michel Massias ce soir quand même. Oui, mais on ne le reçoit pas dans la cuisine, on le reçoit avec plein d'autres gens qui viennent le voir. Gens, mais justement, le public c'est important aussi pour porter cette musique. Et puis il y a cette proximité, les gens se déplacent facilement. On a des personnes qui viennent à chaque concert qui nous font confiance. On est 2 à organiser les concerts, donc Martine et moi. Vous aussi, c'est des choses régulières? Très régulières, on fait 5-6 concerts par an, très régulières, oui, enfin voilà. Et puis, il y a environ 40-45 personnes à chaque fois. C'est venu d'où, ça? C'est des histoires de confinement et de faire... Non, c'était avant. C'était même avant. Oui, moi, je fais des concerts. Enfin, ça fait une dizaine d'années maintenant que... C'est quoi? C'est manque de confiance par rapport aux programmateurs des salles toulousaines? Non, on sort aussi, on va voir des concerts ailleurs, dans des salles, dans d'autres salles. C'est pas la question. Je crois que c'est surtout... il y a 2 choses qui sont importantes. Je disais la proximité avec l'artiste, et puis on partage un moment convivial après, on mange un morceau, on discute, enfin, et ça c'est un moment assez fabuleux, quoi, de pouvoir discuter de la musique, de l'instrument, voilà. Et c'est ce qui vous fait accepter de jouer dans des conditions comme celle-là, Michel Massias? Ah, mais non seulement j'accepte, mais je me régale. Et il y a peu de temps, d'ailleurs, j'avais moi-même organisé chez moi un concert chez l'habitant où j'ai invité, alors je ne sais pas combien on était, peut-être pas nombreux, 10, 15, des gens qui m'avaient invité chez eux. Alors donc je leur avais envoyé un mail et ils sont venus, ils ont fait quelques kilomètres. C'était surtout des gens de pas trop loin, mais c'était génial, quoi, pour leur rendre un peu l'appareil, quoi. Et moi je trouve ça... voilà, j'adore jouer en concert sur des scènes, c'est pas la question, mais chez l'habitant, il y a un petit côté moyenâgeux aussi, un petit côté, mais non, un petit côté musicien itinérant, j'arrive, je joue, je repars. Oui, les troubadours, quoi, qui allaient jouer dans les châteaux. Donc ce soir, je suis dans un château. Voilà. Laissez ouvert le pont-levis, s'il vous plaît, sinon on va tomber dans la douve. C'est le rapport au public aussi qui est différent. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'apprécie le plus dans les concerts chez l'habitant, c'est que on arrive un petit peu à l'avance. On choisit son endroit, ou des fois il est super bien choisi, parce qu'il faut quand même un mur derrière, il faut, pour que le son passe bien, il faut se mettre comme il faut par rapport au public, on tourne la chaise, ça paraît rien, mais c'est très important. On ne le fait pas en amateur. Oui, enfin, disons que c'est important la préparation du son, d'être bien, que les gens soient pas trop près, pas trop loin, voilà. Et puis après, comme disait Josie, il y a toute cette convivialité d'après le concert, d'avant aussi. Parce que en général, il y a pas, on sort pas, quoi, on fait pas un rappel. Moi, j'appelle ça les DTP, les DT polio. À la fin du concert, on va pas, on reste là. Enfin voilà, on rejoue un morceau ou 2 ou 3. Il y a un côté super convivial, quoi. Et moi, j'adore ça. Vous faites encore des concerts, j'allais dire, dans des salles de spectacle? Ah ben oui, quelques-uns. Là, avec la Covid, ça a été très très réduit. J'imagine. Et ça repart tout doucement. Donc si on va sur mon site, peut-être d'ici quelques temps, il va y avoir les prochains concerts qui ne sont pas encore rentrés. Mais... Donc michelmassias.com? Non, c'est michelmassias.fr. Mais voilà. Donc, si vous voulez avoir des informations sur son actualité, il y en a un peu. Il y a aussi des disques qui sont sortis, le dernier, je crois, en 2018. Voilà, oui, c'est le dernier. Je vais arriver à trouver le titre. Ça s'appelle L'Amuseur, et il a reçu le prix Gus Viseur, d'ailleurs. Vous me demandiez tout à l'heure quels étaient les accordéonistes qui m'avaient le plus marqué. J'avais dit Clifton Chenier, Marcel Azola et Gus Viseur, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, bien sûr. Et qui était Gus Viseur, pour moi, c'est un des plus grands accordéonistes. Lui, il était belge, mais il était beaucoup en France, et il était, c'est incroyable, quoi, ce qu'il faisait dans les années 40. Et il a écrit notamment un morceau pas très loin d'ici, à Montauban, qui s'appelle Flambée Montalbanaise. Ah ben oui, c'est lui. Voilà. Donc Gus Viseur, moi, j'ai pas tous ses disques, mais j'en ai écouté beaucoup.
beaucoup et ce qui me plaisait beaucoup, qui me plaît toujours, c'est sa folie, quoi. Il improvisait beaucoup, il jouait. Il y avait des fausses notes d'ailleurs, mais ça fait rien. Il y allait. On sent que le gars il joue, quoi. Et la musique, c'est comme ça que vous l'appréhendez. Il faut y aller et y aller à fond. Voilà, on n'est pas là pour juste c'est de la viande pour moi. C'est de la viande. Alors, il faut l'attaquer à pleines dents. Oui, après ça peut être très tendre aussi. Bon, on va peut-être s'en rendre compte avec le morceau que vous nous avez joué. En tout cas, merci d'être venu passer ce petit moment avec nous et de manière impromptue. Il y a encore 3 jours, je ne savais pas que je vous rencontrerais ce soir. Je le disais donc, vous jouez ce soir à Toulouse dans un lieu inconnu. Pas la peine de téléphoner, on ne vous donnera pas l'adresse. En tout cas, on espère vous voir assez rapidement sur une scène homologuée. Ça nous permettra d'être un peu plus nombreux pour venir vous y retrouver. Vous nous avez joué 2-3 morceaux. Quelques notes de la flambée montalbanaise, parce que pour que l'auditeur puisse se le remettre dans la tête, et après vous nous jouerez un morceau complet, mais simplement quelques notes. Voilà, c'était donc la flambée montalbanaise de Gus Viseur. Pas du tout prévu. Hein. Pas du tout prévu, mais ça passe quand même. Et maintenant, Michel Macias va nous jouer un morceau en entier, un morceau qu'il a composé, une improvisation. Il nous le dira après. En tout cas, merci Michel d'être venu passer ce petit moment avec nous. Et on vous laisse à votre instrument. Merci beaucoup Michel Macias. Merci. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, donc ce soir, vous ne verrez pas Michel Macias en concert, vous l'avez compris, à moins d'y avoir été invité par Josie qui était avec nous ce soir. Par contre, rassurez-vous, des concerts, il y en a plein d'autres à Toulouse et vous avez de quoi vous mettre derrière les oreilles. Par exemple, ce soir, à l'écluse Saint-Pierre, on pourra écouter le Rémi Panossian Trio. Ce soir et demain soir, ils y fêtent la sortie d'un nouvel album enregistré en public mais sans public, Happy Birthday, D et à la fin, je vous raconte l'histoire. Pendant le Covid, ils devaient enregistrer un concert live vivant au Bikini. Manque de peau, le Covid arrive, le concert est annulé. Ils installent les instruments néanmoins dans la salle et enregistrent ce qui pourrait être un best-of tiré de leurs 4 premiers albums, enregistrés donc au Bikini, mais sans public, mais complètement vivant et sans coupure, comme s'ils étaient un concert. Donc
ce soir, le Rémi Panossian Trio fête la sortie de cet album. Ça se passe ce soir et demain soir à l'écluse Saint-Pierre. Ce soir et demain soir également au Théâtre du Grand Rond à 19h. Bon, si vous êtes en train d'écouter Caramel Mou ce soir, c'est un peu raté pour aujourd'hui, mais vous pourrez vous rattraper demain. Il y a de la chanson avec la chanteuse Nour en piano-voix plutôt impeccable. Soirée chanson détournée à l'itinéraire bis à 20h avec une soirée goguette qu'ils organisent assez régulièrement. Du reggae au métronome avec Marcus, Gad and Tribe et puis également Yélé à partir de 20h. Musique latine à l'usine à musique. L'usine à musique, c'est cette espèce de grand hangar qui regroupe des terrains de foot en salle, un terrain de basket. Il doit y avoir encore deux ou trois aires de sport, peut-être une salle pour faire de l'escalade et tout à fait au bout, il y a une salle de concert. Le son n'y est pas forcément tout le temps terrible, mais quand même, ils ont fait des efforts pour les derniers concerts que j'ai pu aller y voir. Et ce soir, à l'usine à musique, il y aura un concert avec Méduse en première partie et puis la Broura en deuxième partie. La Broura, un groupe de 6 filles qui font un peu dans la musique d'Amérique latine, très largement influencée par la cumbia. Et ce soir, les filles de la Broura fêtent la sortie de leur premier album. L'album s'appelle Iras et l'on écoute tout de suite un extrait de cet album qui sort donc ce soir, Iras de la Broura. Hijas de la bruja que no pudiste quemar. Somos hijas de la bruja que no pudiste quemar. Bruja con sabiduría de los elementos, pura sincronía. Bruja, mujer, medicina, mujer instintiva, mujer energía. Bruja la que no aceptaba que la silenciaran, que la controlaran. Bruja la que fue acusada, la que fue arrestada, la que fue inmolada. Somos hijas de la bruja que no pudiste quemar. Somos hijas de la bruja que no pudiste quemar. Somos brujas y lo gritamos, herederas del caos. Invocamos las ancestras que nos muestren el camino. Tomamos todas sus fuerzas con su poder femenino para nunca más ser ni sumisa ni callada, mujer fuerte y empoderada. 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 Somos nuevas hechiceras que tienen la fuerza de tu descendencia. Somos las que compartimos el conocimiento de toda tu herencia. Somos la que se despierta, que grita y no calla su canto de alerta. Somos las que denunciamos
Voilà, la Broura ce soir à l'usine à musique à partir de 20h30. Autre style de musique avec Anne Passeo, la batteuse, qui joue ce soir à la Salle Nougaro à 20h30. Anne Passeo qui vient de sortir un album assez magique, très empreint de musique chamanique. Un morceau à écouter, je ne sais pas si c'est ce qu'elle jouera ce soir à la Salle Nougaro, mais c'est ce qu'il se passera donc dans cette salle calée derrière le stade des 7 deniers. Anne Passeo, 20h30 à la Salle Nougaro. Un bal foro ce soir à Maison Blanche à 20h30, c'est Arnaud Bernard. Au Taquin ce soir et demain soir à 21h, Sax Days, 2 soirs consacrés au jazz, du bebop au jazz contemporain, animé par un trio formé de Thibaut Dufoy au piano, Julien Dutu à la contrebasse et Christian Tonton Salut à la batterie. Un trio qui pendant ces 2 soirées accueilleront un autre trio de saxophones formé ce soir de Jean-Marc Padovani, Hervé Rousseau et Alex Galinier, 3 ténors ce soir. Et puis demain soir, Abdou Salim, Thomas Koenig et puis Renaud Silva Couteau, 3 sopranos pour demain soir. Donc ça se passe au Taquin à partir de 21h. Ce soir au Chorus, également du jazz avec le trio de Philippe Léoger, Léo Co, donc le nouveau trio du pianiste Philippe Léoger à partir de 20h30. Au Bijou à 21h30, le cabaret Al Arabiata, cabaret politique et satirique dans le cadre du festival monté par le Bijou qui s'appelle Satire à vue. Du théâtre documentaire à la CAFPO ce soir avec portrait numéro 2, portrait manifeste numéro 2. C'est organisé et c'est monté ça par Prime Sautier Théâtre, la compagnie Prime Sautier Théâtre. Le spectacle s'appelle Je ne vais pas vous mentir et c'est un spectacle construit à partir d'archives sonores de Radio Gine et du sociologue Jean Constance à partir de 21h. Ce soir à Archipel, là aussi c'est Arnaud Bernard, nouvelle soirée sur le fil, soirée pluridisciplinaire montée par l'artiste Laurent Avizou avec ce soir à partir de 20h la danseuse Sandrine Lopez, la performeuse et cinéaste Soen et puis le tromboniste Henri Hertemann à partir donc de 20h. Orex Weekend Meet the Beat, week-end dédié à la techno sous toutes ses formes avec ce soir la présence de Fatima Haji, artiste espagnole de hard techno. Pour le reste de la programmation, voir le site du Rex, lerextoulouse.com. À la Candela, chanson singulière avec le duo Façon à partir de 20h30. Little Festival Tour aux connexions avec ce soir à 23h Blanc, un musicien œuvrant du côté des musiques électroniques. Et enfin ce soir au Beers House, ce bar à bière calé juste à la fin du pont Guillemery, on pourra retrouver Gali Mathias, une formation toulousaine plutôt hip-hop jazz à partir de 21h. Gali Mathias qui s'apprête à enregistrer un album, ça s'appellera Tigre Assoul, qui sortira d'ici la fin de l'année. Gali Mathias, donne écoute tout de suite Talvez. Tal vez vives libre, aves me siguen y dicen mami, no pares, tú siguen bulevares de Chipres, vi un cipres de 1000 pies, saco triste pero en pie. Los tigres grises va a llover, cayeron gotas, agua de beber, se oyeron bocas gritando al amanecer, oliendo las flores azules en un cuadro de Monet, dibujo tus ojos marrones sobre mi piel, intuyo que tal vez necesitas volver a ver, ya no le pintas sola, solo le quita horas, lámparas alumbran las sombras, cantar a las baladas a una cobra, Mortal Kombat, choque combas, luz y sombra, es la hora dorada, música por el dólar, filo, la raíz, morada simple como el maíz y exótico como el tamarindo, donde se encuentra la fuente de jazmín is real. Piden música libre, simple sample,
Tal vez camina sobre el aire. Piden música libre, tienen hambre. ¿Sabes dónde se encuentra la llave? Piden ver, no lo creen, solo les falta la fe. Dentro de un tal vez, surcan los mares de vapores. Ubícate, donde estés. Tierras o mares, junglas solares, en templos del Andes o Jerusalén. Tal vez abres canales como Stargate. Casualidades en varias calles, graffiti en la pared, tribus ayes en TV, llaves que abren portales en mi vilares y nuevos hogares sin fin andare. Está encontrarte, seguí tus pasos, bajo suave, tenso humo se camuflaron como el vapor. Llovía hoy día, olía y sentía la tensión que brilla encima pintada de blanco. Blanco, volando en lo alto, orando la amado. ¿Cuántos símbolos puedes tener? Uno solo puede hacer, tal vez, lo que te haga el don renacer, lo que devuelvas a todo tu ser. Piden música libre, simple sample. Tal vez camina sobre el aire. Piden música libre, tienen hambre. ¿Sabes dónde se encuentra la llave? Piden música libre, simple sample. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, Caramel Mousse, c'est presque terminé. Juste pour moi, le temps de vous rappeler que l'édition 2022 de Mr Freeze, festival dédié au graphe, est encore visible, et cela jusqu'au 8 mai à l'ancienne maison de la peinture, boulevard de Suisse, entre la barrière de Paris et les ponts jumeaux. Que l'expo consacrée à la plasticienne Orlan, on en parle bientôt dans Caramel Mousse, est toujours visible au musée des abattoirs. Que vendredi prochain, 29 avril, la CAF Poésie recevra la compagnie Lubat, menée par Bernard Lubat lui-même, que de son côté, vendredi prochain encore, l'Écluse Saint-Pierre programme Renarde, chanson pop et cinématique épatante, et le même soir, Hyper Clean, on pourra revoir Hyper Clean, soit la reformation par Frédéric Jean, 20 ans après, du groupe sans doute le plus délicieusement iconoclaste que Toulouse ait connu. Hyper Clean, qu'on en écoute illico, histoire de se rafraîchir les souvenirs. C'était hyper clean que tu sois là, que tu caresses mon sexe avec le chat qui dort à côté, là, sur le sofa, avec le ronronnement de la machine à café, pousser la porte fermée à clé. Une petite clope, allume le bic, tu peux baisser le potentiomètre, de l'halogène, le café bout, tu bois les lèvres pleines de rimel. Passe-moi la crème, tu veux que je te masse ou t'as la flemme? Masse-moi la nuque, masse-moi les reins, merci et à demain. C'était hyper clean que tu sois là, que tu me mettes en durex avec tes doigts qui filent de côté, comme tu es relax avec tes muscles relâchés et les feuilles de Téléstar qui font comme des coups de fouet. Je verse sur ton corps des produits manufacturés, du beurre, de la purée, des cuisses de poulet, des côtes de porc, du vinaigre et du lait, des pétales de rose et des produits de beauté. Laisse tes longs cheveux sur les coussins et sur les draps. Tout autour de moi, le parfum de tes bras qui m'enivre. J'entends le chat qui regarde la télévision. Et je suis bien, bien au plafond. J'aimerais que tu reviennes parfois. Voilà.
Allez, cette fois c'est fini Hyper Clean. Imaginez un peu le line-up du groupe à l'époque, Frédéric Jean, basse et voix, Julien Barbagallo à la batterie, Julien Gasque à la basse, Benjamin Glibert à la guitare. Ceux-là, ils sont passés dans Aquaserge. Julien Barbagallo est allé faire le batteur d'Antime Impala, et puis également au clavier Ludovic Dulac, dont la formation d'Hyper Clean, ça sera pas la même, mais ça vaudra quand même le coup d'aller les revoir à Saint-Pierre, à l'écluse de Saint-Pierre. Allez, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, à 19h30 précise, retour de l'Incredible Little by Little Wicked Show, animé par le DJ le plus déchaîné de la bande FM, John Little en personne. On l'appelle Petit Jean ici. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, en compagnie du guitariste Cyril Bernard. Salut les filles. Caramel.